c'est un plaisir d'être là avec vous ce matin. On a préparé une petite heure pour essayer de faire un statut sur ce qui a avancé, ce qui bouge dans le monde du quantique, et essayer de partager un peu de recul, un peu un esprit critique, de vous donner quelques éléments pour prendre du recul par rapport aux informations qu'on voit un petit peu partout. Donc l'agenda, on va parler de l'actualité des qubits, on va parler de mitigation d'erreurs et de correction d'erreurs, c'est un peu technique. Hein. Scale in, scale out, comment les ordinateurs vont monter en puissance. Technologie habilitante, c'est un sujet important, notamment pour pas mal de gens à Grenoble. Et puis, parler de la scène entrepreneuriale, aussi de l'innovation responsable. Donc c'est un menu assez chargé. Voilà. L'idée, c'est vraiment de mettre un peu un sens sur tout un tas de termes qu'on entend. Et puis vous repartir avec un bagage de savoir ce que ça veut dire. On commence par... Alors, vous connaissez peut-être ce joli diagramme que je mets à jour depuis 3-4 ans. C'est une indication du nombre d'acteurs, aussi bien dans la recherche publique qui est en bas, qu'au-dessus des entreprises du secteur privé, aussi bien des grosses comme des IBM, Google, que des startups, comme Candela, Pascal, Alice Saint-Dom en France, qui travaillent dans différents types de qubits. Et c'est un écosystème qui est extrêmement riche, qui se développe d'ailleurs de plus en plus. Par exemple, il y a 2 boîtes allemandes qui ont été installées. Il y a ItzQ dans les photons, avec l'équipe de Christine Silberhand, et puis Planck, avec un Q à la fin, qui travaille dans les atomes froids en Allemagne. Donc ça, c'est 2 exemples. Il y en a quelques autres de startups qui ont été créées. Il y a aussi une boîte en France qui n'est pas très connue, qui s'appelle Crystal Quantum Computing, qui s'est lancée dans les ions piégés. Donc c'est un domaine qui est extrêmement florissant. Ça bouge tous les jours. Et évidemment, une grande partie des startups qui sont là, qui sont en haut, ont fait des annonces cette année qu'on va découler un petit peu après, quoi. Hein. Autre point, qui est une consolidation un petit peu plutôt vue macroéconomique, c'est de voir un petit peu quels sont les investissements qui ont été consentis en logique floue, parce que quand il s'agit de calculer et d'évaluer l'investissement d'un IBM, d'un Google, d'un Intel ou d'un Microsoft sur les technologies quantiques, c'est pas évident. Donc je vais faire un peu méthode Mobilier, mais ça permet d'avoir une idée des investissements par type de qubit. Alors vous allez voir, le message sous-jacent n'est pas de dire que ça y est, le superconducteur a gagné la bataille. En tout cas, aujourd'hui, l'état actuel du marché, ça correspond à peu près à la moitié de l'investissement des acteurs, petits et grands, et puis suivi des ions piégés, des photons, et le silicium dans lequel Baud s'engage avec une création de société, c'est la colonne qui est là, entre le topologie et les atomes froids. Et on verra pourquoi le fait d'être là n'est pas forcément une mauvaise idée, vous allez voir. Alors, une des raisons pour laquelle ce n'est pas une mauvaise idée, c'est un schéma que j'ai trouvé là, il y a quelques semaines en mettant à jour mon livre. C'est un schéma qui date il y a quelques années, 2015, donc 7 ans seulement, et qui donne une courbe, enfin un nuage de points avec en Y le nombre de qubits et en X les années. Et ce que ça montre là, c'est qu'à l'époque, eh bien, si on extrapolait les courbes, c'était les qubits à base de NMR, donc résonance magnétique nucléaire, qui avaient le vent en poupe et qui scalaient le mieux. Et ça, c'était il y a 7 ans. Donc c'est juste pour dire que si on fait une espèce de bataille de figures de mérite sur les technologies d'aujourd'hui, ben, ça ne veut pas dire que c'est extrapolable dans le futur. Les choses peuvent changer. Hein. Super, ça va faire la transition voilà. sur le prochain slide. Sur le prochain slide, je fais une analogie avec les technologies des mémoires. Si on s'arrête autour des années 60, enfin entre 54 et 75, la technologie dominante de mémoire, c'était la mémoire magnétique. Et à l'époque, on avait des temps d'accès qui étaient de l'ordre de la microseconde. Et puis, on était à 128 bytes, pardon, parce que ça fait déjà la transition sur la prochaine technologie. Et les gens disaient, ça y est, on touche nos limites. Et on touchait les limites en termes de technologie, ce qu'ils n'avaient pas vu venir. C'est ce qui allait arriver en mettant à profit les technologies du silicium qui était utilisé pour le transistor et qui pouvait être transféré aux mémoires. Et aujourd'hui, on a tous dans nos poches des mémoires flash où on a 512 gigas, enfin 512 voire des terras sur une même chip. Et les temps d'accès sont entre 20 et 70 nanosecondes. Ce que ça nous dit, cette histoire, puis en fait, c'est assez évident, on a tous vécu dans l'histoire de l'innovation, on regarde les signaux faibles et puis les dérivés et le potentiel. Donc il y a aujourd'hui tout un travail de la communauté de la recherche
qui identifie des figures de mérite qui vont permettre de se projeter et qui ne sont pas une photo à un instant donné, mais qui sont les figures de mérite qui permettent de regarder, OK, où est-ce qu'on en sera quand on aura fait des problèmes, quand on cherchera à résoudre des problèmes qui sont utiles. Et c'est toute l'histoire qu'on va vous raconter aujourd'hui. Et en prenant 2 figures de mérite, juste 2, c'est juste pour vous montrer que ça progresse. Ça progresse. Il y a quelque chose qu'il y a à prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, la vitesse à laquelle ça progresse, on n'est pas encore capable de l'extrapoler non plus, parce qu'on est à un tipping point où on passe d'un moment où on avait une communauté de gens de la recherche qui étaient impliqués. Et là, force est de constater que vous êtes là ce matin. Et donc, il y a une transition de paradigme où on a de plus en plus d'ingénieurs et de technologies qui travaillent avec les gens de la recherche. Et les vitesses à laquelle ça va extrapoler, difficile à prévoir. Quoi qu'il en soit, dans le contexte actuel, quand on regarde le nombre de qubits, quelle que soit la technologie, on a fait une photo en octobre 2021 et on regarde aujourd'hui, toutes les technologies ont avancé. IBM, qui délivre de manière très très régulière, disent ce qu'ils vont faire, font ce qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire, ils sont doublés leur nombre de qubits. Sur les atomes froids, on a désormais une start-up française qui se place en tête avec Pascal. Les ions piégés ont aussi progressé. Au niveau des silicon spin qubits, ça avance aussi, on est passé de 4 à 6. Et puis les photons, Xanadu a aussi doublé le nombre de qubits. Le nombre de qubits, c'est bien. Donc là, c'est facile en fait. C'est pour ça que tout le monde prend le nombre de qubits, on arrive à peu près à les compter. Ça ne dit pas tout. Il y a un autre indicateur qui est aussi la qualité de ces qubits. Donc, il y a 2 axes de progression. Il y a le nombre et la qualité. Et sur l'axe de la qualité, il y a aussi dans toutes les technologies des améliorations. Donc là, on parle de fidélité. C'est l'aptitude d'une porte à faire ce qu'on lui a demandé de faire. Et quelle que soit la technologie, ça a progressé. Pourquoi c'est important? Parce que ça va nous donner la qualité du calcul. En fait, quand on fait un calcul, la physique quantique, c'est statistique. C'est super sympa, mais si on veut quand même être statistiquement dans le bon domaine. Et ça nous donne aussi l'aptitude qu'on aura plus tard à passer d'un ordinateur analogique à un ordinateur digital en implémentant la correction d'erreurs. Et donc, c'est des indicateurs qui sont super importants. Ce qui est intéressant à regarder, c'est que bien qu'il n'y ait pas de consensus absolu sur les chiffres, il y a une tendance à dire que pour corriger, et donc pour se projeter dans un ordinateur quantique qui sera digital, qui saura tirer toute la quintessence du potentiel quantique, il faut que les fidélités soient au-dessus de 99%. Et donc aujourd'hui, toutes les technologies quantiques, elles ont franchi ce seuil fatidique de 99%. Et donc, c'est super encourageant. On va voir en discutant qu'il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Ceux-ci sont assez faciles à quantifier, ils vous montrent bien le progrès. Alors maintenant, si on prend l'actualité plutôt des fournisseurs, des industry vendors, comme on les appelle, il y a eu pas mal de choses. Donc IBM, effectivement, est passé à 127 qubits cette année, enfin plutôt fin 2021. Et surtout, en mai dernier, ils ont annoncé quelque chose sur lequel on reviendra, qui est une roadmap de ce qu'on appelle le scale-out, c'est-à-dire comment augmenter la puissance des ordinateurs quantiques, mais en connectant plusieurs unités de traitement. On a Google qui, très discrètement, est passé de 53 à 72 qubits pendant le mois de juillet, et c'est passé complètement inaperçu, parce qu'en fait, c'était dans le cadre d'un papier publié en juillet sur la correction d'erreurs. Ils ont dit, tiens, by the way, on a fait une puce à 72 qubits, donc qui reprend exactement la même techno que Sycamore d'il y a 3 ans, un petit peu amélioré. On a Alice Bob qui a défrayé la chronique au début de l'année dans 2 registres. Un, ils ont fait une levée de fonds de 27 millions, et c'est devenu la plus grosse levée de fonds en France, so far. Et bon, ils ont montré que sur le principe, à l'échelle de la physique de leur cavité dans leur cavité de chat était stable assez longtemps. On a aussi nos amis de OQC en Angleterre qui ont levé 38 millions de pounds juste il y a un mois et demi, c'est quand même pas mal. Et puis IQM aussi, qui a levé 128 millions d'euros. Ils ont levé en tout 168 millions. C'est la start-up européenne la mieux financée à ce jour. Donc le challenge pour Mode, ça serait de dépasser IQM d'ici quelques temps. Puis en même temps, ils ont annoncé un nouveau type de qubit qui s'appelle le Unimode, qui est une variante de Transmode.
Et ceux qui sont spécialisés dans le monde du transmode, je les invite à essayer de comprendre ce qu'il y a dedans et voir en quoi c'est mieux ou pas, et voir si ça permettra à IQM de scaler. Et dans le même temps, bah, toujours dans les 12 mois qui viennent de se passer, Rigetti est passé à 80 qubits, avec une technologie en fait, qui relie deux puces de 40 qubits. Et puis ils ont fait leur introduction de bourse bah, en mars. Ça fait quand même pas mal d'actualité juste sur un type de qubit. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme autre exemple? Évidemment, de ce qui se passait dans le silicium. Hein. Alors, là aussi, il y a du mouvement. Hein. Là aussi, il y a une actualité qui est riche. Jusqu'en début d'année, il y avait deux compagnies qui travaillaient sur l'industrialisation des bits quantiques à base de silicium. Il y avait Intel et SQC. SQC, c'est une compagnie australienne située à Sydney. Et depuis, il y a eu deux autres compagnies qui se sont lancées. Dirac, qui est une émanation de SQC, où ils avaient commencé à travailler ensemble. Et on force de constater que désormais, il y en a deux. Il y a eu une petite scission en Australie sur de la physique. Voilà. Et Dirac, ils ont en mai levé 20 millions de dollars australiens. SQC, ils sont à 83 millions de dollars australiens. Et là, ils sont partis pour un second round où ils sont en train de chercher 130 sur leur série A, 130 millions. Intel, c'est comme Intel d'habitude, c'est-à-dire qu'on ne sait pas grand-chose. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un business du semi-conducteur à préserver qui sont sur leur techno mainstream, qui est la technologie FinFET. Et le programme quantique, de temps en temps, il est très vent en poupe. Enfin, il y a moins de publications, il y a des recherches sur les technologies qui vont industrialiser. Et puis nous, on est en train de lancer la start-up grenobloise dont l'idée c'est de valoriser et de faire monter en maturité les travaux de recherche qui ont été effectués autour de Grenoble. Il y a eu des premières mondiales en 2016, il y a un énorme potentiel et l'idée c'est de concrétiser ce potentiel dans une aventure économique et industrielle qui va vraiment être soutenue par toute la recherche de qualité qui est faite sur Grenoble et ce qui nous donne un vrai avantage compétitif par rapport à la concurrence. Donc ça, c'est un logo temporaire, il faut préciser. Ouais. Hein. Ce n'est pas le nom de la société. Il va être révélé d'ici quoi? La fin du mois, à peu près? Peut-être, c'est ça? Non, ce sera pour première ou deuxième semaine de novembre. D'accord. Voilà, c'est bon d'avoir des milestones, des dates. Alors, maintenant, on peut rentrer un peu plus dans le détail, justement, sur où est-ce qu'on en est. Oui, c'est alors, un petit coup d'œil. Ouais. Un petit coup d'œil, ça c'est vraiment pour objectiver. Quand je dis on a un avantage compétitif, c'est gentil, mais des preuves. Bon, voilà quelques preuves. Si on est purement comptable et qu'on prend des chiffres qu'on trouve sur Internet ou qu'on a parce qu'on discute avec les gens, alors en termes de patents, chez Intel, c'est un peu difficile à séparer parce que c'est une très grosse boîte et donc l'analyse du portefeuille brevet est un peu compliquée. Néanmoins, quand on regarde les autres technologies, avec quoi on part sur Grenoble, on part aujourd'hui, les petites étoiles, c'est pour dire ce qu'on trouve, quand il n'y en a qu'une, c'est ce qu'on trouve publiquement. Parce qu'il y a 18 mois de délai entre le moment où les brevets sont déposés et le moment où ils apparaissent publiquement. Donc, vous voyez qu'en termes de brevets et donc de maturité technologique, l'écosystème grenoblois se situe en tête des startups. Et puis, pour faire un petit focus technologique, aujourd'hui, l'écosystème grenoblois, il est parti sur une technologie qui est grenobloise, qui s'appelle le FD-SOI, qui est une technologie qui a été développée par ST Soitec. J'ai amené un truc. J'ai amené un truc pour essayer de vous montrer l'avantage compétitif, en tout cas en termes technologiques. Pourquoi la technologie FD-SOI, elle est super intéressante. Vous aurez beaucoup plus de détails dans l'exposé de Tristan tout à l'heure, mais là, c'est une petite introduction. Ceci est un ordinateur quantique. C'est un ordinateur quantique à base... Il y a des photos, là, ici. C'est une photo mondiale. À base de spin, c'est quoi un ordinateur quantique à base de silicium?
c'est juste des puits de potentiel. Donc ça, c'est des puits de potentiel qu'on vient définir comme dans un transistor avec des grilles électrostatiques. On vient appliquer des tensions. Puis à l'intérieur de nos puits de potentiel, on vient mettre des électrons. Donc là, j'ai mis des électrons. Et ces électrons, on vient manipuler leur spin. Et ça va faire, on vient les mettre en superposition et ça va faire le calcul quantique. Et donc, tout l'intérêt, c'est que ce potentiel électrostatique et la manière dont on vient mettre nos électrons, les déplacer dans le réseau, ça soit défini par les tensions électrostatiques qu'on applique. C'est tout l'intérêt, c'est tout le potentiel du silicium. C'est aussi toute la difficulté parce qu'il y a du désordre. Alors, le désordre, c'est un mot magique en physique. En technologie, ça peut se traduire par il y a des états à l'interface, il y a des charges dans les dits électriques. Donc, je m'adresse à mes collègues de matériaux. À bon entendeur, salut. Et du coup, ce désordre, il va déformer le puits de potentiel. Et nos électrons, ils peuvent sortir du puits de potentiel parce qu'on les confine moins. Et tout l'intérêt du FD-SOI, et là, je vais finir sur la différenciation technologique, c'est qu'il y a une grille arrière qui permet une tension qu'on peut appliquer en face arrière, qui nous permet de nous éloigner des interfaces. Et le désordre, il est beaucoup aux interfaces. Et en s'éloignant des interfaces, on permet de diminuer la sensibilité au désordre. Et c'est tout le pari technologique qu'on a fait aujourd'hui en s'appuyant sur cette technologie grenobloise qui permet de s'éloigner des interfaces, de réussir à construire ces réseaux de bits quantiques qui permettront de passer à l'échelle. Ça va, belle démo. En plus, c'est du low cost. C'est du low-tech, là. C'est du low-tech, ouais. Alors maintenant, moi, ce qui me fascine dans le monde du qubit à speed d'électrons, c'est qu'il y a quand même plein de variantes, si on regarde. Ouais, et du coup, ça. Comment on les positionne les unes par rapport aux autres? Et ça va permettre, mon petit. La boîte à œufs, elle permet d'illustrer pourquoi il y a plusieurs technologies, parce que les paris pour résoudre le problème dont je vous ai parlé sur ce désordre, cette sensibilité au désordre, il y a plusieurs manières d'y répondre. Donc, soit on dit on accepte, et on va faire avec ce qu'on a, et en travaillant sur les matériaux, et donc on travaille où on a un oxyde et on vient mettre nos électrons comme on peut aux interfaces. Il y a Intel qui est parti, ce que je vous disais, sur sa technologie mainstream, c'est la technologie des transistors les plus avancés. Quand on parle de digital avancé qui va vite aujourd'hui, tous dans les poches, on a des FinFET de Intel. C'est une technologie extrêmement puissante pour le CMOS avancé parce qu'elle offre un excellent contrôle électrostatique et donc elle permet de faire des transistors qui ferment bien. C'est celle qui a permis de perpétuer la loi de Moore. Néanmoins, la question aujourd'hui de son aptitude pour le qubit reste entière. Il y a une autre, donc ça c'est des technologies plus ou moins transistors standards qu'on trouve en production. Il y a aujourd'hui une technologie qui est plus développée dans les laboratoires de physique qui repose sur des hétérostructures de matériaux. Et dans ces hétérostructures de matériaux, le principe il est super simple. On prend deux matériaux semi-conducteurs qu'on dépose de l'un sur l'autre. On crée ainsi un puits de potentiel. On fait une hétérostructure et dans ce puits de potentiel, on va pouvoir venir piéger les charges qu'on manipule un peu loin des interfaces. Et donc, ça nous permet de nous affranchir de la gestion des interfaces. C'est la même idée que le FD-SOI, sauf qu'on l'a fait par l'utilisation de matériaux et de croissance. Et après, il y a des techniques un petit peu plus exotiques, on va dire. Ces puits de potentiel, là, ils sont définis par des grilles électrostatiques, des tensions qu'on vient appliquer. Il y a une autre manière de les définir, c'est de prendre des impuretés dans le silicium. Les impuretés dans le silicium, c'est des dopants. Et donc, on va faire des puits de potentiel qui vont être extrêmement piqués. On va manipuler ces électrons sur des puits de potentiel créés par des dopants. Et puis, il y a une approche beaucoup plus matériaux qui repose sur l'utilisation de nanotubes de carbone dans le matériau dans lequel on va venir créer nos puits de potentiel. L'avantage des nanotubes de carbone, c'est que c'est des matériaux
potentiellement de hyper bonne qualité. C'est extrêmement bonne qualité. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, et ça fait quand même un petit peu de temps, on a vraiment du mal à trouver cette bonne qualité de manière déterministe, à contacter ces nanotubes de carbone. Mais d'un point de vue matériaux, quoi qu'il arrive, le jour où on arrive à avoir un contrôle déterministe de ces matériaux, et ça je parle pour l'ensemble de l'industrie de la microélectronique, ça résolvera beaucoup, beaucoup de problèmes, d'où l'intérêt de ces startups qui travaillent sur ces matériaux. D'ailleurs, C12, qui est à Paris, est un outil. Tu peux en dire plus évidemment. Oui. Pour ce qui est Ouais. pour ce qui est les preuves de concept qui ont été faites au niveau recherche, ils s'appuient sur la plateforme technologique du LETI et pour résoudre les problèmes dont je vous parlais, avoir des expériences qui soient plus reproductibles. Alors, il y a des news intéressantes dans ton domaine, toujours. Alors ça, c'est un petit flash info, on va l'appeler. Flash info, c'est ce qui... Il y a une grande conférence pour la communauté de la physique du semi-conducteur qui s'appelle Spin Qubit 5, qui se réunit tous les 2 ans, et c'était début septembre en Suisse. Et si on prend les highlights de ce qui s'est passé d'un point de vue objectif large scale quantum computing, il y a 2 choses qu'on peut retenir. Il y a les premières preuves de concept de erreur correction au niveau quantique dans les semi-conducteurs. Donc ça, c'est quand même un vrai milestone. C'est-à-dire qu'on commence à mettre des qubits ensemble et à corriger, à donner les preuves qu'on pourrait améliorer les fidélités des qubits avec lesquels on travaille. Ça a été fait par le groupe de Seigo Karucha à Tokyo. Et puis, il y a quelque chose qui est important, Olivier en parlera plus tard dans comment on va scaler. Il y avait des questions de recherche de comment est-ce que cette information quantique qui, dans le semi-conducteur, se transmet de proches voisins, ces 2 qubits adjacents qui transmettent l'information quantique, comment est-ce qu'on peut la faire voyager à plus grande distance? Et donc, il y a eu plusieurs démonstrations à Spin Qubit 5 que désormais, on avait moyen de coupler cette information quantique portée par un spin dans un semi-conducteur à plus grande distance. Et notamment, nos collègues de l'IRIG ont démontré que, donc de l'IRIG du CEA Grenoble, le département de recherche fondamentale, ont démontré qu'on pouvait coupler un de nos qubits avec un résonateur supraconducteur pour emmener plus loin l'information quantique. Et ça, c'est les premières preuves il y avait eu des preuves de concept, mais là, la force du couplage devient suffisamment grande pour qu'on commence à penser à utiliser ces couplages à grande distance. On va parler un peu de Fab. C'est un autre sujet que tu maîtrises bien et qu'on maîtrise bien à Grenoble. Il y a beaucoup de monde en fait, dans la Fab liée aux technologies quantiques dans ce bas monde. Oui, ce qui est intéressant aujourd'hui et ce qui va permettre de faire avancer les technologies quantiques, c'est qu'on a tout un continuum de fab. Et c'est facile pour se faire une image. Les fabs, on commence du plus versatile, mais au moins reproductible, qui permettent de faire les preuves de concept. Et puis quand on monte en maturité, eh ben, on va avoir des intermédiaires. Une fois qu'on a fait des preuves de concept, on a essayé des trucs, on passe sur des fabs pré-industriels. Et on est vraiment dans le schéma habituel de la R&D et du schéma de l'industrie du semi-conducteur. On va passer sur des fabs où on a des outils qui sont les outils de production, mais qui font des opérations qui sont un peu plus risquées que les opérations de fab. Et puis ensuite, on passe sur des vrais fabs, on les appelle les fonderies, où on va avoir des opérations qui sont tout le temps les mêmes sur les mêmes outils, ce qui permet d'augmenter le rendement et les maturités des opérations technologiques. Et là, on commence à taper les grands nombres. Et après, il y a carrément les boîtes qui ont leur Fab à elles. Ouais. Bon, Intel, entre autres. Et ouais, dans le modèle de la production, il y a encore 2 modèles. Il y a ce qu'on appelle les fonderies, où on arrive, les technologies, elles sont accessibles, et les gens, vous venez, c'est comme je sais pas, dans un système normal, on va
acheter chez le marchand, tiens, est-ce que tu peux me faire ça, tu as cette techno-là. Et il y a les gens qui sont des IDM. IDM, c'est pour Industry Device Manufacturing, c'est-à-dire que leur fab, elle est uniquement pour eux. C'est des fabs qui sont captives et qui leur permettent de fabriquer leurs produits. C'est encore à toi. Ouais, alors, comment on va faire pour augmenter la maturité des technologies quantiques? On arrive, je vous ai dit, on est vraiment à un tipping point où on commence à déployer les technologies et les méthodologies de la microélectronique qui reposent sur des boucles. En fait, c'est vraiment des boucles de contre-réaction et ces boucles de contre-réaction doivent être efficaces. Donc, on travaille individuellement sur chaque contribuant de cette boucle de contre-réaction. La fabrication, elle va devenir meilleure. Et la fabrication, pour qu'elle devienne meilleure, on met en place de la caractérisation statistique et on sort du modèle où on fait une première... on sort du modèle où l'objectif du physicien, c'est de faire une première mondiale. J'ai montré que c'est possible. Quand on veut faire monter en maturité technologique, on veut que ça marche à tous les coups. Donc, on a besoin de comprendre nos procédés de fabrication, nos fenêtres de procédés. Et c'est pour ça qu'on met en place les procédés de caractérisation statistique. Et c'est difficile. En fait, c'est hyper difficile parce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé. C'est que les qubits, que ce soit supraconducteurs ou semi-conducteurs, ils travaillent à basse température. Et jusqu'à très peu de temps, il n'y avait pas de moyen de faire des mesures statistiques à basse température. Et il y a donc un développement d'outils en même moment qu'on met en place ces mesures statistiques. Ces mesures statistiques, elles sont analysées à l'aune de la simulation et de la modélisation qui permet de reboucler et qui permet de supporter tout ce qui est compréhension physique. Et on reboucle. Et tout l'enjeu, et ça c'est la difficulté, c'est que, là je fais une aparté dans le monde du semi-conducteur, c'est que ça c'est long en fait. Ce temps de cycle, quand on est dans la recherche, c'est à peu près 3 ans. Et c'est pas compétitif avec des technologies qui sont un peu plus accessibles, un peu plus versatiles, ce qui explique la maturité des autres systèmes où ça va plus vite. En revanche, une fois que c'est en place, c'est hyper puissant et on sait que le silicium, sur la base de ces méthodologies, réussi à avoir quelques milliards, quelques dizaines de milliards chacun dans nos poches. Et donc là, tout l'enjeu, tout ce sur quoi on travaille, c'est diminuer ces temps de cycle. Faire travailler sur chaque étape pour que ça aille plus vite et pour qu'on apprenne plus vite. Et pourquoi on veut apprendre plus vite? Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choix à faire. Donc on a commencé à en parler tout à l'heure sur Olivier quand on a montré les différents types de qubits. Et donc il y a énormément de choix. Si on prend juste ça c'est une vue en coupe d'un qubit, on a des choix à faire sur les matériaux. Les matériaux, on peut le matériau du canal, on en a parlé tout à l'heure. Il y a les matériaux qu'on va mettre dans la grille qui ont un impact sur la quantité de contraintes qu'on va mettre dans le canal. On parlait des défauts. Et ben, il faut qu'on trouve les diélectriques qui vont avoir le moins de charge possible parce qu'on passe du paradigme du transistor où l'objectif, c'est quand même de délivrer beaucoup de courant pour aller charger des capas le plus vite possible. C'est ce qu'on a toujours vu. Et donc, nous, toute notre industrie, elle a été basée sur comment j'augmente le courant. Donc, je mets plein de charges. Et là, l'industrie du qubit au niveau semi-conducteur, c'est il faut que je contrôle une seule charge. Donc, on a tout un tas de réoptimisation à faire au niveau matériaux, ça c'est d'un côté. Puis de l'autre côté, il y a plein de propositions en termes de comment on va agencer, ce réseau-là, comment on va le construire, à quelle distance il faut mettre les électrons les uns des autres pour pouvoir les contrôler, mais en même temps s'affranchir du désordre. Comment est-ce qu'on va venir lire notre information quantique? Et donc, c'est tous les challenges qu'on a, et c'est pour ça qu'on a besoin d'aller vite et d'avoir des retours statistiques qui permettent de faire des choix éclairés et basés sur des données. Alors, là, c'est quand même rigolo parce qu'on voit une certaine Bonne-Finet qui est ici. Il y a le président de la République qui est là. Qu'est-ce que tu foutais là-bas il y a un an, à l'Élysée? Aujourd'hui, il y a une convergence au niveau timing pour s'appuyer sur cette industrie du semi-conducteur. Il y a d'une part en France
On en a parlé, Neil parlera tout à l'heure. Il y a une volonté de soutenir l'industrie quantique en termes de souveraineté, parce que c'est une industrie qui pourra permettre de rétablir une souveraineté numérique où les Français sont vraiment bien avancés et on a le potentiel de se remettre à égalité avec les Américains et les Asiatiques. Donc ça, c'est pour le plan français. Et au niveau européen, vous avez peut-être entendu parler de European Chips Act, où le commissaire Thierry Breton veut redonner une souveraineté européenne à l'industrie du semi-conducteur. Et pour les Grenoblois, vous aurez peut-être suivi début de l'été cette alliance entre Global Foundries et ST Microelectronics pour construire une usine seconde source de GF à Crolles. Et donc, il y a ce dynamisme aujourd'hui de l'industrie du semi-conducteur et cette convergence des intérêts européens qui nous permet à nous d'avoir un accès facilité à l'industrie du semi-conducteur en Europe. Bon, il n'y a pas que le semi-conducteur, et il n'y a pas que les... Ouais, on est à Grenoble. Si on est à Grenoble, alors moi je vais faire l'avocat, mais parler des autres technologies qui existent et qui ont aussi évolué pendant ces 12 derniers mois. Alors IOQ, il leur est arrivé des misères en fait, parce qu'ils ont fait une introduction en bourse, et bon, ils ont un petit peu fait évoluer leur technologie. Pour l'instant, ils sont à peu près une vingtaine de qubits opérationnels, avec des taux d'erreur qui sont très bons, mais en même temps, ils ont quand même du mal à scaler. Alors par contre, ils se sont pris dans la tête un rapport d'une société qui fait de la spéculation à la baisse sur des actions de bourse de Scorpio Capital, et ils ont été démolis dans un slide deck qui vaut son pesant de cacahuètes, parce qu'il fait 183 slides de slide deck, mais en fait, il est trop fait d'erreurs. On voit qu'il a été fait par des gens qui ne connaissent pas du tout le calcul quantique. Les gars, ils s'étonnent que le calcul quantique est probabiliste. Bon, bah oui, bah, c'est comme ça. Ils disent, ah, c'est bizarre, c'est compliqué de faire 1 plus 1 égale 2, mais c'est pas fait pour ça. En fait. Bon. Bref, c'est assez rigolo parce qu'en termes d'analyse d'une critique, c'était une critique qui était mal placée en fait, de cette société. Et là où il aurait fallu faire une critique technologique de la société, ils ne l'ont pas fait, parce qu'ils ne maîtrisent pas le sujet. Alors, il y a une autre société dont on parle un petit peu moins, mais qui est EQT, qui est basée à Innsbruck, en Autriche, et qui fait aussi bien, si ce n'est pas mieux, que les Américains, puisqu'eux, ils atteignent aussi 20 qubits avec des très bonnes fidélités. Ils ont réussi à mettre ça dans 2 racks installables dans un data center. Donc voilà, il y a une société européenne qui arrive à tenir tête, même si elle est moins financée, aux 2 Américains avec Quantinuum, qui vient d'annoncer qu'ils étaient à 13 qubits en quantum volume. Donc, ils sont super contents d'être à 13 qubits. 13 qubits, pour info, c'est émulable dans votre téléphone. Enfin, c'est un détail, mais voilà. Les photons, ça bouge aussi chez les photons. Hein. Les équipes de Candela, alors Shane Mansfield, il est là, hein. Il va nous en parler. Ils ont sorti un outil logiciel très intéressant, qui est un outil d'émulation de qubits de photons, mais qui va jusqu'à la physique des photons, donc qui permet d'émuler vraiment la physique opérationnelle. Elle est en même type que dans les atomes froids avec Pulsar chez Pascal. Une des grosses annonces, je dirais, de l'année, c'est Xanadu qui a sorti un système de ce qu'on appelle un Programmable Gaussian Boson Sampling System, qui a battu les records en termes de système photonique complexe avec plus de 200 photons multimodes permettant de faire plus ou moins de la programmation. En pratique, ce n'est pas utile pour l'instant, mais ça permet de montrer comment les technologies à base de photons évoluent. Et puis, il y a un autre domaine qui est assez intéressant avec ces 2 sociétés. QCI, qui est une boîte américaine qui a racheté une boîte américaine venant du MIT de mémoire, mais je ne suis pas sûr, QPhoton. Et puis une boîte chinoise qui m'avait beaucoup intrigué il y a 1 an, qui était apparue comme ça dans nulle part, avec un gars qui l'a créé, qui venait de Google, et qui disait « j'ai 1000 qubits opérationnels ». Alors quand vous voyez ça, 1000 qubits de photons opérationnels, vous dites c'est bizarre, quoi. Parce que ça saurait si on savait faire quelques dizaines de qubits de photons correctement. Et en fait, c'est un modèle technologique que moi, personnellement, je suis incapable d'évaluer, qu'on appelle le Coherent Easing moderne, le Coherent Easing Machine. C'est une manière d'utiliser les photons pour faire du calcul, qui est plus ou moins semi-quantique, avec des photons multimodes. Et il y a plusieurs sociétés qui font ça dans le monde, y compris des Japonais d'ailleurs, et ça fait partie des choses qu'il faut observer. Et moi, j'ai tendance à les classifier dans un domaine qu'on appelle, dans le monde de l'informatique, plutôt le unconventional computing. C'est-à-dire c'est toutes les technologies alternatives au calcul classique silicium, on va dire, qui ne sont pas du calcul quantique, qui sont entre les deux, et qui potentiellement peuvent être intéressants dans certains cas de figure. Donc ça, c'était pour les photons. Alors après, il y a un autre phénomène qui, moi, m'intrigue beaucoup, et bon, il faut que nous aide à décrypter ça. Tous les jours, on voit des labos de recherche qui publient des travaux en disant « j'ai trouvé un qubit
extraordinaire qui va scaler. Le titre ici, bon, ça c'était il y a 10 ans, mais Quantum Supremacy with Spin Squeeze Atomic Ensemble, il dit qu'est-ce que c'est que ce machin-là? C'est avril 2022. Comment on évalue ces technologies qui arrivent tous les jours hein, Moi, je vais prendre une posture de chercheuse. Je trouve ça hyper difficile pour nous, ce genre d'annonce. Et c'est des choses qui nous mettent mal à l'aise, au sens où, dans la recherche actuellement, quand on travaille sur un sujet, il faut dire à quoi potentiellement ça pourrait servir, ce qui est super bien. Là, on est à l'aise. En revanche, c'est la communication qu'on est fait après, euh, et de tourner un truc qui est intéressant d'un point de vue scientifique en une découverte qui va révolutionner le monde. Alors, vous noterez qu'il n'y a pas d'annonce française là-dessus. En France, on trouvait quand même, on cherche un peu. On pratique moins. Bon, il y en a beaucoup. On pratique moins. On n'est pas à l'aise. On n'est pas à l'aise avec ces pratiques qu'on peut appeler de la survente. Mais qui font que nos dirigeants, ces annonces, moi je les reçois récemment de la part des dirigeants, et Maud, on est à l'arrache. Non, c'est juste une démonstration. Et en fait, là, je viens de finir un bouquin qui s'appelle The Alchemy of Air, qui est sur le procédé Haber-Bosch, qui était ce qui nous permet de vivre aujourd'hui, qui a fait tous les engrais et peut-être des armes, enfin, et sûrement des armes durant la Seconde Guerre mondiale. Entre la découverte scientifique et le moment où, derrière, ça fait vivre une industrie et vivre des pays, il y a quand même un chemin qui est pas très rectiligne. Et ces annonces, elles sont un peu mystifiantes et un peu embrouillantes, mais on est dans la survente et dans l'exagération qui fait vendre actuellement. Donc, faut toujours se retourner un tout petit peu vers des gens qui ont de l'expérience pour aller demander, ok, qu'est-ce que ça veut vraiment dire en fait. C'est ce que je retiens quand je vois, tu vois, les Envy Centers, j'appelle un collègue des Envy Centers, est-ce que vraiment ça va révolutionner? Est-ce que les problèmes qu'évoquaient les Envy Centers sont désormais résolus? Tu demandes à Jean-François Roch, à l'ESO, à l'ENS et chez Thales, il répond. Alors moi j'ai une vague astuce empirique pour évaluer ces actualités, c'est de regarder les papiers et regarder si ça parle juste de la physique à bas niveau de l'objet physique, peut-être qui est capable de gérer des états superposés, et où est-ce qu'on est au niveau d'avoir des qubits avec des fidélités sur des portes à un qubit, des portes à 2 qubits. Alors très souvent, quand on parle d'ensemble d'atomes dont on maîtrise je ne sais pas quoi, le spin de noyau, avec un truc un peu compliqué, c'est rare qu'il y ait des datas qui s'approchent de la quantum information. On est au niveau de la physique. Par contre, il y a un autre regard qui est dans ce schéma-là, c'est très souvent un train pour cacher un autre. À savoir que parfois, une recherche qui est réalisée et qui affiche que ça va permettre de créer un ordinateur scalable peut aboutir de manière indirecte à d'autres technologies, typiquement dans le domaine des capteurs. Il y a souvent des passerelles qui existent entre le calcul et les capteurs, un objet quantique qui est très sensible, qui pourrait potentiellement gérer 2 états dans un calcul quantique, mais qui pose des problèmes pour créer des implications, etc. S'il est utilisable pour de la mesure, ça peut déboucher là-dessus. Et on voit bien qu'au niveau des technologies, les atomes froids, c'est un bon exemple, mais c'est vrai des photons aussi. Ils servent à ça, aussi bien à de la simulation quantique, à du calcul quantique à base de corps, peuvent servir potentiellement à faire de la mémoire quantique, qui est aussi un autre domaine où on a besoin de technologies innovantes, très importantes pour faire du calcul quantique, et aussi au sensing. Donc parfois, il y a comme ça des transversalités sur les usages qui apparaissent après coup, en fait, de la communication. Alors là, je vais rentrer maintenant dans un sujet sur la scalabilité du calcul. On aura beaucoup de temps, mais il y a tout un tas de technologies qui vont permettre de scaler et d'obtenir des systèmes qui permettent de faire du calcul utile, avec des usages, avec si possible un avantage quantique par rapport aux machines classiques. Alors, un des sujets extrêmement stratégiques aujourd'hui, d'ailleurs où je trouve entre nous qu'on n'est peut-être pas assez de spécialistes dans le domaine en France, c'est la correction d'erreur. Et la correction d'erreur, elle est liée au fait que les qubits aujourd'hui ont des taux d'erreur qui sont encore trop élevés par rapport à ce dont on a besoin d'un coût de calcul, et donc il va falloir améliorer ça. Et aujourd'hui, il y a 2 technologies macro qui se dégagent. Il y en a une première dont j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup plus là, depuis les deux dernières années qui viennent de se passer, qui est la quantum error mitigation, qui est en fait un ensemble de technologies qui vise à réduire l'impact des erreurs sur les machines connectées de type disque aujourd'hui, mais sans mettre en place des codes de correction d'erreurs, des notions de qubits logiques, avec des qubits, avec des erreurs, genre à 10 sur moins 9, moins 12, ce qu'on devrait obtenir avec des ordinateurs très scalables.
Et ça, c'est un ensemble de technologies qui est poussé par les gros acteurs, typiquement Google, IBM travaille beaucoup dessus. Il y a énormément de travaux algorithmiques dessus, mais c'est un mélange d'algorithmie et aussi on appelle ça de post-processing, c'est-à-dire qu'on essaie de voir comment les qubits dérivent, on utilise des méthodes de machine learning pour corriger après coup les erreurs qui peuvent se produire dans les systèmes. Après, il y a la correction d'erreurs au sens propre du terme, qui est basée sur le fait de créer des qubits logiques, dont on va un petit peu parler. Alors là, il y a une zoologie de code de correction d'erreurs dans l'écosystème qui est absolument infernal. Disons, la grosse classe importante, c'est les surface codes, mais qui sont dérivés avec les floquets codes, les LDPC codes, enfin, dans tous les sens. Moi, je m'y perds. Mais c'est un sujet extrêmement important parce que c'est ces technologies-là qui vont interagir avec les technologies de qubits et qui vont rendre possible l'ordinateur scalable. Alors, ça va amener à vous proposer ça, mais c'est très compliqué, mais j'aime bien les trucs compliqués. Moi, je suis perdu quand j'observe la nomenclature qui est utilisée dans l'industrie sur l'ordinateur à grande échelle. Alors, vous avez tous entendu parler du disque, qui est en gros l'ordinateur voté, mais alors, de temps en temps, vous entendez parler de FTQC, donc c'est Fault Tolerant Quantum Computing, puis de temps en temps, notamment chez nos amis d'Alice Blob, on entend parler de Universal Quantum Computing, et puis il y a aussi le Large Scale Computing. Alors, la première, c'est comment ça se positionne tout ça, les uns par rapport aux autres. Alors, je vous propose ça, mais c'est discutable, hein, sûrement des gens qui vont être d'accord. Alors, première définition, le fault tolerant, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à créer des qubits logiques, qui créent donc des qubits qui, vu du développeur, ont un taux d'erreur qui est plus faible, mais surtout, une des contraintes, c'est de faire en sorte que les erreurs ne se propagent pas. Bon, en gros, il ne faut pas que la correction d'erreurs génère plus d'erreurs qu'elle en corrige. Et donc, il y a des contraintes techniques très fortes, notamment en termes de connectivité au niveau des qubits, pour que ça fonctionne bien. Alors, en fait, on peut très bien faire un FTQC avec du disque, potentiellement, parce qu'on peut s'amuser à faire des qubits logiques en gagnant un petit peu 2 ou 3 heures de grandeur en correction d'erreur. On peut créer 2 qubits logiques pour faire un petit test avec peut-être quelques centaines de qubits, pourquoi pas. Mais ça ne sert à rien, parce qu'il faut aboutir plutôt à l'étape qui est là, qui est d'avoir au moins une centaine de qubits logiques, qui permet de vraiment faire du calcul avec un avantage quantique par rapport au système existant. Alors après, le large scale, soit on fait du large scale avec beaucoup de qubits physiques, mais ça ne sert pas forcément à grand-chose, soit on fait du large scale avec du qubits logiques, et là, ça commence à devenir intéressant. Alors maintenant, je vais vous donner quelques abacs. Alors ça, c'est les codes de correction d'erreur qu'on utilise pour faire tout ça. Et après, ce qui est intéressant, c'est les ordres de grandeur. Alors, les qubits physiques, en général, le disque, on considère que ça va jusqu'à quelques centaines, voire milliers. Et on sait que pour faire du calcul universel avec une centaine de qubits logiques, ben, il va falloir, selon les technologies de qubits, entre 3000 et 1 million de qubits physiques. Ça dépend du taux d'erreur physique des qubits. Donc les qubits d'Alice Sandbox sur le papier sont censés permettre de faire ça avec 3000 qubits physiques. Les qubits classiques, je dirais, c'est 100 000 à 1 million, hein, silicium ou supraconducteur. Et puis après, si vous voulez vous amuser à casser une clé RSA de 2048, il faut au minimum, d'après les algorithmes connus, 4098 qubits logiques. Donc vous êtes clairement ici, c'est beaucoup de qubits logiques. Donc c'est des trucs à avoir en tête, parce que les ordres de grandeur, parfois, peuvent nous embrouiller. Ouais, c'est un peu plus haut que les 2 et 4 actuellement. Ah ben c'est clair, il y a du taf pour y arriver. Alors, je vais vous donner maintenant le rationnel de pourquoi, idéalement, vu du développeur, il faudrait avoir au moins son qubit logique. Pourquoi il faut son qubit logique? Parce que pour avoir un espace de calcul, ce qu'on appelle un espace de Hilbert, qui soit au moins aussi grand que les plus grands supercalculateurs, en termes de RAM uniquement, en termes de mémoire, il faut entre 50 et 54 qubits logiques. Parce que 2 puissance 54, c'est à peu près la taille en RAM des plus gros supercalculateurs aujourd'hui. Et nonobstant les histoires de vitesse de calcul, c'est juste au niveau de l'espace mémoire pour faire de l'émulation. Et en général, la plupart des algorithmes qui permettent d'obtenir une accélération exponentielle, typiquement la QFT, la transformée de Fourier quantique, l'algorithme de Shor, HHN pour les équations linéaires, tout ça, ça repose sur la QFT. Et la QFT, en général, a besoin d'autant de qubits auxiliaires que de qubits de l'espace de calcul. Et donc, à la fin, on a à peu près une centaine de qubits logiques. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, il y a 2-3 ans, quand Jeremy O'Brien a créé Psyquantum, il a dit « Je veux faire 100 qubits logiques avec 1 million de qubits physiques avec des photons ». Et bon, sachant que vous avez vu, RSA, c'est 40 fois ça. C'est 40 fois le seuil de supériorité quantique avec cet espace de calcul. Alors, il y a un petit détail qui est extrêmement important, qui n'est jamais cité en général par beaucoup de gens, c'est que quand on parle de qubit logique, il faut toujours associer à la notion de qubit logique un taux d'erreur cible. Parce que selon que vous faites un qubit logique à 10 puissance moins 8 erreurs ou 10 puissance moins 15 erreurs, vous ne faites pas la même chose. Vous n'aurez pas la même profondeur de calcul disponible pour vos algorithmes. Donc ça va jouer un rôle extrêmement important. Alors après, effectivement, selon la technologie utilisée, en tout cas d'après les projections, vous aurez des contraintes en termes de qubits physiques qui vont être les mêmes d'un système à l'autre. Alors ça va être tout un tas d'implications.
Alors maintenant, autre question, c'est comment on scale. Alors, il y a deux méthodes pour scaler, pour faire très simple, hein, un ordinateur quantique. Première méthode, c'est on augmente le nombre de qubits physiques dans un chipset ou dans un autre système, et on croise les doigts que la fidélité reste stable, ou même s'améliore avec l'augmentation du nombre de qubits, ce qui est loin d'être gagné, typiquement pour les ions piégés. Et puis, autre solution qui commence à être envisagée par tout un tas d'acteurs, c'est de se dire, bon, on sent que ça pue du côté de la fidélité avec un grand nombre de qubits, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre plein d'unités de calcul, et on va les relier entre elles. La question, c'est comment les relier entre elles. Alors, si on prend la roadmap IBM, que tu connais bien, Maud, hein, la roadmap IBM, première méthode, bon, c'est une méthode où on ne les relie pas. Donc, on prend plein de processeurs, on les met à côté éventuellement de notre chip, ils font le même calcul en parallèle, et on utilise le principe du calcul probabiliste. On fait plusieurs shots en parallèle sur le même calcul, on fait la moyenne, et on parallélise un peu plus. Hein, donc, c'est le truc classique. Mais ça, ce n'est pas du scale-out. C'est juste la parallélisation. Deuxième méthode, c'est on va relier des puces entre elles directement par des petits cadeaux, là. Bon, c'est comme des chipsets qui sont reliés les uns aux autres. La liaison, c'est des guides de micro-ondes, par exemple, pour du supraconducteur. Troisième méthode, c'est on fait la même chose avec des guides d'ondes qui sont plus grands. Ça va jusqu'à 1 mètre. Donc, théoriquement, ça devrait marcher. Et puis, là où ça commence à devenir compliqué, c'est on va carrément relier les processeurs entre eux via des photons. Et donc là, on pourrait dire naïvement, ah oui, on met des photons, on convertit un qubit en photon, le photon, on l'envoie de l'autre côté, il arrive de l'autre côté. Ben, ça ne marche pas comme ça. Ça marche comment? Il faut créer des sources de photons intriqués qui vont relier les qubits entre eux. Parce que c'est pour créer deux processeurs quantiques dont l'espace de calcul va augmenter en fait, en fonction de l'addition des qubits, il faut des sources de photons intriqués et il faut des qubits intriqués. Et c'est plus compliqué que de dire j'envoie l'information de là à là. En fait. Donc il y a du boulot, quoi. Et ça fait quand même écho à des choses que vous connaissez bien dans le calcul classique, à savoir les multicœurs. On a augmenté le nombre de bits par cœur et ensuite on s'est mis à multicœur. Là, la complexité, c'est ce que Olivier dit, c'est d'avoir une transmission de l'information quantique entre cœurs. Et puis ça fait écho à ce que je vous disais en début de présentation, où dans le monde du semi-conducteur, les preuves de concept commence à devenir tangible et on commence à trouver des solutions pour appliquer ce scale-out dans le monde du semi-conducteur. Alors, pour faire du scale-out, il y a aussi d'autres contraintes. C'est qu'il faut des fournisseurs de technologie. Alors, je vais en citer quelques-uns qui sont en France, dans ces domaines-là. Il y a des fournisseurs de technologie qui sont plutôt du domaine du scale-in. Donc, typiquement, Lucas Plana et Nicolas Roth, qui sont à Grenoble, qui font des amplificateurs paramétriques, qui rentrent dans la composition des ordinateurs de type silicium ou supraconducteur. Athènes, qui est basé à Toulon, qui travaille sur le câblage. Radial, qui travaille sur les connecteurs. Air Liquide et Cryoconcept, ils sont là, hein, tous, qui travaillent sur la cryogénie. Et puis après, il y a des acteurs, ou français ou étrangers, qui travaillent sur le scale-out. Et je voudrais citer Willic, avec Todd Darras, Élie Diamanti et Julien Laura, donc à Paris, qui, eux, travaillent sur la connectivité entre processeurs, avec des mémoires à base d'atomes froids, et qui font partie des technologies très stratégiques qu'on a en France dans ce domaine-là. Alors, je me suis amusé à faire ce schéma pour vous faire peur. Pour ceux qui aiment l'électronique, quand on veut contrôler des qubits, notamment des qubits silicium ou des qubits supraconducteurs, ben, il y a quand même une trajectoire assez complexe. Hein. Il y a beaucoup d'électronique de contrôle. Pour ceux qui connaissent la notation ici, c'est en gros des générateurs de micro-ondes formés qui descendent dans des câbles, qui descendent sur des qubits. Après, on en a un autre qui descend par là, qui sert à la mesure. On a une autre qui réfléchit, qui remonte. Et tout ça, c'est une énorme usine à gaz, plutôt une usine à fil. Et un des grands défis, c'est de faire en sorte que tout ça, ça ne prenne pas trop de place pour combien un million de qubits. Et on voit l'intérêt de tout le travail qui est fait avec Radial, notamment Exactement. Dans le cadre du projet CryoLink au niveau français, c'est de trouver comment est-ce qu'on va pouvoir mettre plus de signaux dans chaque fil pour que ça soit compatible avec les contraintes cryogéniques. Et notamment trouver des solutions de multiplexage qui sont extrêmement challenging, aussi bien en descendant qu'en montant. Et d'ailleurs, par exemple, un des exemples de défis, et c'est ce sur quoi je crois l'équipe de Silent Wave travaille à Grenoble, c'est comment faire en sorte que toute la trajectoire qui est ici, qui est basée sur des circulateurs, plus des amplificateurs paramétriques ici, plus d'amplificateurs à l'étage 4 Kelvin, comment faire en sorte que tout ça soit miniaturisé. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout miniaturisé, même si ça permet de multiplexer entre 10 et 20 qubits en lecture. Donc il y a énormément de défis technologiques à relever, qui sont plutôt des défis qu'on pourrait qualifier de classiques. Ce n'est pas de la physique quantique forcément, même si là, il y a du Josephson un petit peu partout, mais en gros, c'est plus proche de l'électronique classique, mais il faut se poser des questions sur la consommation d'énergie, la taille des fils,
le packaging, le multiplexage de signaux, le changement de fréquence. C'est de l'électronique presque classique, en fait. L'enjeu, c'est vraiment de l'ingénierie au niveau de l'électronique. Les démonstrations, elles ont été faites avec des composants discrets. Et si on veut mettre le nombre de qubits dont parlait Olivier, si on veut se projeter vers le million de qubits, il faut qu'on trouve des solutions d'intégration. Alors là, vous avez un joli tableau que j'ai fait dans mon bouquin, où j'ai essayé de voir l'état de l'art du marché. Alors, c'est pas vraiment du marché, c'est plutôt des laboratoires de recherche en grande partie. C'est l'état de l'art des sociétés qui essayent de créer de l'électronique de contrôle, notamment à basse température, qui serait donc proche des qubits et qui permettrait de scaler. Parce que plus on met l'électronique de contrôle proche du qubit, plus potentiellement on pourrait scaler. Et ce qui est important, c'est de voir quelles sont les fonctions, c'est les colonnes qui sont là, je ne vais pas les détailler, et notamment combien ça consomme en énergie par qubit. Et donc ça, c'est extrêmement important pour scaler, parce que si ça consomme plusieurs watts par qubit, on est mal barré. D'autant plus que le budget de refroidissement n'est pas infini dans les cryostats. Par contre, si on arrive à baisser la consommation, alors on est à peu près à 2 milliwatts, à 20 milliwatts sur le papier, selon les fonctions que ça supporte, ça permettra de scaler. Tu voulais dire un truc? Non, ça va faire la transition vers C'est ce qui est juste après. Et donc, là, on va revenir aux figures numériques des logiciels. C'est un autre point important. C'est comment on peut qualifier un algorithme, et on en parlera, je pense, dans une partie de la journée aujourd'hui, du point de vue de l'usage. Maintenant, on est du côté du client, du utilisateur. Ben, il faut déjà, théoriquement, qu'il y ait un avantage quantique. Hein. S'il n'y a pas d'avantage quantique par rapport aux machines classiques, ce n'est pas très intéressant. Éventuellement, et d'ailleurs on voit de plus en plus d'algorithmes qui apparaissent sur le marché aujourd'hui, enfin sur le marché des laboratoires de recherche et des entreprises, des algorithmes qui apportent dans certains cas des avantages qualitatifs, mais pas forcément une accélération du temps de calcul. C'est une période dans laquelle on va être pendant un certain temps. Il vaut mieux aussi, c'est une réalité du calcul quantique aujourd'hui, il vaut mieux que la quantité de données qui doivent être ingérées par un système quantique ne soit pas trop grande. L'ordinateur quantique n'est pas fait pour faire de la big data, récupérer des pétaoctets de données, comme on le fait dans le machine learning, dans le calcul classique. Et puis, il faut que ça serve à quelque chose. Et dans le cas précis du disque, donc les ordinateurs bruités, il faut que l'algorithme ait une faible profondeur et qu'il soit fait pour résister au bruit. Donc, c'est des contraintes à respecter pour que ça puisse fonctionner correctement. Alors, grande question à 100 balles, qu'on me pose tout le temps et qu'on doit vous poser quand vous discutez avec des gens d'un domaine quantique, c'est quand est-ce que va arriver l'ordinateur quantique qui scale. Alors, je pense qu'il y a autant d'avis qu'il y a de spécialistes sur le domaine. Il y a une vision un peu naïve qui est de dire on prend la barre qui est l'algo de Shor, souvent c'est ça qui est pris comme repère, et on pense qu'il faut attendre 15 ans, puis tout d'un coup, il y en a qui arrivent qui cassent Shor. C'est un peu ça la vision naïve. Alors, j'ai une vision peut-être un peu plus simple qui est de dire bon, ça va peut-être arriver progressivement. Il est probable que quand le disque va prendre des progrès avec la quantum mitigation, avec quelques algorithmes qui commenceront à donner des preuves, et puis peut-être aussi avec la simulation quantique, avec le quantum annealing, le D-Wave, on fera des choses progressivement, et petit à petit, ça montera en puissance. Alors, une autre manière de présenter les choses, et ça, c'est une manière très simple, on va dire, j'étais très content d'inventer ça, parce que c'est un truc plutôt tout le temps d'analyste, c'est de dire que finalement, dans un premier temps, les ordinateurs quantiques du marché, ils vont d'abord permettre de faire des choses mieux, mais pas forcément plus rapidement. Donc, des algos qui ont des taux d'erreur plus faibles, dans le quantum machine learning, par exemple, qui analysent mieux l'espace du possible grâce aux probabilités des technos quantiques. Dans un deuxième temps, dans une phase un peu intermédiaire entre le disque et le LSQ, peut-être qu'on arrivera à faire des choses plus rapidement. Et beaucoup plus tard, et là c'est le rêve, hein, c'est le nirvana, c'est de faire des choses qui vont au-delà des capacités de calcul des systèmes existants, donc des plus gros supercalculateurs de marché. Et en fait, une des manières de voir les choses, c'est que même si on est pessimiste, parce que je connais les pessimistes sur le sujet, moi-même des fois dans ce cas, même si on est pessimiste, c'est pas impossible qu'on puisse quand même bien faire les deux premières étapes, même si la dernière est peut-être très éloignée dans le temps. Et si on est optimiste, on va jusqu'au beyond, c'est-à-dire qu'on pense qu'on crée des ordinateurs quantiques qui vont au-delà de tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et là, on transforme radicalement l'industrie. Alors, tout ça, c'est disponible déjà dans le cloud, il ne faut pas l'oublier. Il y a déjà beaucoup d'offres dans le cloud. C'est ça qui est assez curieux avec le calcul quantique, c'est qu'on n'est pas encore dans le régime de l'avantage et de la supériorité quantique, mais il y a déjà tous ces gens-là qui sont dans le cloud, y compris en France avec Pascal et même Candela, que j'ai oublié dans ce slide-là, qui est offert par OVH Cloud, avec Freddy Bouton, vous connaissez tous, qui est à l'œuvre chez OVH pour faire en sorte qu'on ait un cloud quantique souverain en France, avec les acteurs français puis européens du cloud. Bon, vous avez plein d'acteurs américains ici, puis d'autres, comme par exemple Quantum Inspire, qui est géré par QTech aux Pays-Bas, qui a une offre avec leur propre qubit, en fait, en supraconducteur. Mais ça bouge beaucoup. L'industrie française, c'est important ça aussi. Hein. Où est-ce qu'on en est?
Alors, au niveau de l'industrie française, on a des acteurs qui sont quasiment sur tous les domaines de la chaîne de la valeur qu'on peut couvrir, à savoir commencer par le hardware du calcul. Il y a des gens qui sont sur le software avec des logiciels applicatifs. Si je prends Quanfi, par exemple, c'est des logiciels applicatifs appliqués à la finance. Il y a des entreprises qui sont sur la cybersécurité, sur le sensing, ce que disait Olivier tout à l'heure, sur les capteurs avec Thales qui nous parlera de leurs activités. Et puis, important, on a vraiment quelque chose qui est assez unique en France et en particulier à Grenoble, enfin, avec beaucoup d'acteurs grenoblois, c'est les gens qui vont permettre que ce soit possible. Et il y a des consolidations, il y a des constructions de roadmap, il y a vraiment des co-spécifications qui permettent qu'on se retrouve un peu comme dans la roadmap ITRS où les fabricants se joignaient ensemble pour faire les roadmaps pour que les produits soient disponibles au moment où on en aurait besoin. Et puis quelque chose qui est assez unique, en tout cas pour le semi-conducteur, c'est que dans le semi-conducteur, il y a besoin d'un isotope pour incarner le potentiel du silicium. Cet isotope, il provient de l'industrie du nucléaire et on a la chance d'avoir Orano qui permet de purifier le silicium aujourd'hui. Parce qu'avant, tu l'achetais chez les Russes en 2020. C'est un peu gênant. Voilà. Alors, il y a un autre sujet important, c'est les investissements publics. Neil Abon vous en parlera. Il est arrivé, Neil, je ne le vois pas. Il est où, Neil? Il devrait être là-dedans. Les investissements publics, en général, ils sont faux dans tous les abats qui circulent sur le marché. Dans les papiers de McKinsey, du BCG, les chiffres sont faux. Et il faut savoir que les Américains, ils sont derrière les Européens dans l'investissement public dans le quantique. L'Europe, collectivement, est devant les Américains. Par contre, les Américains nous dépassent au total parce qu'ils dépensent beaucoup dans le privé. Ils ont les GAFAMI, je ne sais plus quel acronyme on peut trouver pour eux, pour ceux qui font du quantique. L'Europe a moins d'investissement privé dans le quantique, ce qui fait qu'au global, on est dépassé par les Américains, mais on a une recherche publique en Europe qui est extrêmement forte et qu'il va falloir consolider de manière ou d'une autre. Et la Chine, elle est derrière nous. En fait, les chiffres chinois sur 15 milliards, 10 milliards sont entièrement faux. C'est la propagande chinoise relayée par les médias occidentaux et les Américains qui aiment bien se faire peur, mais les Chinois ne sont pas là, quoi. Et j'ai un dernier truc à vous évoquer, quand même, je voudrais en parler. C'est un projet où je suis impliqué et qui est une autre forme de leadership de Grenoble, quand même, à l'origine. C'est la Quantum Energy Initiative qui a été co-lancée par Alexis Ofeb, Robert Whitney, donc du CNRS, et moi-même, qui vise en fait à mobiliser les ressources à l'échelle mondiale dans la recherche et dans les entreprises pour faire en sorte qu'on se pose des bonnes questions sur l'empreinte environnementale des technologies quantiques et faire en sorte qu'il y ait une sorte d'innovation responsable. Et on a un site web, je vous invite à le regarder, on a un manifesto que certains d'entre vous ont signé, allez-y, signez-le. Et l'idée, c'est d'obtenir des financements et français et européens, internationaux, pour faire en sorte qu'il y ait une recherche transversale, pluridisciplinaire, sur cette question de l'empreinte environnementale et énergétique des technologies quantiques. Et ça fait partie de cette notion d'innovation responsable qui est extrêmement importante pour peut-être qu'un jour, on soit capable de dire qu'on a un avantage énergétique aussi dans les technologies quantiques. Et c'est extrêmement important quand on met ça au regard aujourd'hui de la consommation énergétique des technologies digitales. Quand on est dans le calcul classique, on est super sensibilisé. On est super sensibilisé à la consommation des supercalculateurs. Aujourd'hui, quand les gens ils achètent du calcul, ils achètent du mégawattheure en fait, et ils n'achètent pas nécessairement juste de la puissance de calcul. Et c'est dimensionnant que le calcul quantique prenne en compte ces considérations dès la conception des systèmes, parce qu'on le met au regard des choix qu'on a à faire qui peuvent être dimensionnés par cet avantage énergétique. Sur ce... Et pour finir, un petit coup de pub pour les travaux qui sont faits par Olivier et Fanny Bouton, à la fois dans l'animation de l'écosystème via le podcast Décode Quantum, qui interviewe des acteurs des technologies quantiques, et puis par l'encyclopédie, si vous avez des questions, Olivier tient à jour une encyclopédie, désormais on peut dire ça, c'est plus un bouquin, qui publie tous les ans en septembre, et qui devient une référence. En fait, il y a plus de 4000 références. Ça permet, si vous avez une question, de savoir où aller chercher. Merci. Donc, je pense qu'on Merci à tous. Nos présentateurs.